Bienvenue à cette conférence de presse à l'occasion de la présentation au public du rapport sur le ministère de Brian Boucher au sein de l'Archidiocèse de Montréal. Je m'appelle Erika Jacinto et je serai votre animatrice cet après-midi. Je suis la directrice de communication de l'Archidiocèse de Montréal et l'attachée de presse de Monseigneur Lépine. Merci de votre présence parmi nous. L'ordre de cette conférence de presse virtuelle sera comme suit. Monseigneur Lépine débutera par une brève présentation avant de céder la parole à l'honorable Pepita G. Capriolo, juge retraité de la Cour supérieure du Québec. Ensuite, Madame la juge présentera son rapport durant environ 15 minutes, en français puis en anglais. Cette présentation sera suivie de quelques remarques de notre archevêque. Nous débuterons ensuite la période de questions, qui se déroulera d'abord en français puis en anglais. Je nommerai à tour de rôle les journalistes qui ont demandé à poser une question et le technicien activera leur microphone une fois que vous auriez été nommé. Merci de vous assurer que votre micro est en fonction. Votre question principale pourra être suivie d'une sous-question. Après la conférence de presse, Monseigneur Lépine donnera des interviews individuelles à ceux qui en ont fait la demande. Le rapport complet sera disponible en ligne cet après-midi sur notre site Internet www.diocesemontréal.org. Cette conférence de presse sera aussi diffusée sur notre chaîne YouTube, Église catholique à Montréal, vers la fin de l'après-midi. Welcome to our press conference today, which we have called in order to make public the completed report regarding Brian Boucher ministry within the Archdiocese of Montreal. I am Erika Jacinto, and I will be facilitating the press conference this afternoon. I'm the Director of Communications for the Archdiocese of Montreal and Press Officer to Archbishop Lépine. Thank you for being with us. The agenda for today's virtual press conference will be as follows. Archbishop Lépine will begin with a brief introduction, after which he will turn the floor over to retired Quebec Superior Court Justice, the Honorable Pepita G. Capriolo. Justice Capriolo will take approximately 15 minutes in order to present her report, first in French and then in English. Her presentation will be followed by our Archbishop's remarks. At that point, we will begin the question period. The question period will be held first in French and then in English. I will invite those who have requested to ask a question, and the technician will open your microphone once you have been acknowledged. We ask that you ensure that your microphone is functioning. After your main question, you may ask a further follow-up question. After the press conference, Archbishop Lépine will give individual interviews for those who have already requested one. The report will be available online in its entirety this afternoon on our website, www.diocesemontreal.org. This press conference will also be uploaded to our YouTube channel, Catholic Church of Montreal, later this afternoon. Now, without further delay, I will ask Archbishop Christian Lépine to give us his introductory remarks. Bonjour, merci de votre présence aujourd'hui. En novembre 2019, j'ai mandaté l'honorable Pepita G. Capriolo, juge retraité de la Cour supérieure du Québec, afin qu'elle mène une enquête externe indépendante aux fins de déterminer comment les inquiétudes et les plaintes reçues à propos de l'ancien prêtre Brian Boucher avaient été traitées. En lui confiant ce mandat, je souhaitais aller au fond des choses dans la recherche de la vérité. Mme Capriolo détient une licence en droit civil de l'Université McGill et une maîtrise en Common Law de l'Université d'Oxford. Elle a siégé comme juge à la Cour supérieure du Québec de septembre 1999 au 1er juillet 2019, date à laquelle elle a pris sa retraite. Auparavant, elle a agi comme consultante à la Commission des droits de la personne du Québec et siège au comité
de la protection de la jeunesse du Québec. Tout au long de sa carrière, elle s'est investie dans de nombreuses organisations caritatives, dont plusieurs de la communauté juive dont elle est membre. Thank you for your presence today. In November 2019, I commissioned the Honorable Pepita G. Capriolo, retired Superior Court Justice, to conduct an external independent investigation to determine how the Archdiocese dealt with concerns and complaints it received regarding former priest Brian Boucher. In setting this process in motion, it was my desire to seek the truth by investigating the matter thoroughly. Justice Capriolo holds a law degree from McGill University, Civil Law, and a master's degree, Common Law, from Oxford University. She was appointed to the Superior Court of Quebec in 1999, from which she retired in July 2019. The Honorable Capriolo has also served as legal consultant to the Commission des droits de la personne du Québec and on the Comité de la protection de la jeunesse du Québec. Throughout her career, she has been active in many charitable organizations, including several in the Jewish community of which she is a member. I would like to invite Justice Capriolo to present her report. Merci, Monseigneur Lépine. Bonjour. Good afternoon. I'll be repeating my remarks in English in a few minutes. J'aimerais commencer par rappeler les paramètres du mandat reçu de l'archidiocèse. On m'a demandé d'enquêter sur qui savait quoi, quand, au sujet des gestes posés par Brian Boucher tout au long de sa carrière au sein de l'Église catholique. Une fois cela fait, j'ai pu tirer des conclusions et formuler des recommandations dans l'espoir que de tels comportements ne puissent plus être tolérés. Il ne faisait pas partie de mon mandat d'enquêter sur l'existence d'autres membres du clergé qui auraient commis des gestes similaires, ni de faire d'études statistiques relativement au nombre de coupables d'agressions sexuelles au sein de l'archidiocèse. Je crois cependant que les leçons tirées de mon enquête dans le cas de Boucher pourront être utiles de façon plus générale. J'ai eu le soutien de Monseigneur Lépine dans tout ce processus. Ni lui, ni aucun autre membre du diocèse n'a tenté de limiter ou de restreindre la portée de mon enquête. Au contraire, j'ai eu accès à tous les documents que j'ai demandés, ainsi qu'à toute personne avec qui j'ai voulu m'entretenir. Je dois remercier particulièrement Monseigneur Thomas Dowd, qui m'a été assigné dans le rôle ingrat de personne liaison. Je dis ingrat car il a lui-même fait l'objet de questionnements de ma part, auxquels il s'est soumis avec ouverture et honnêteté. Afin cependant de ne pas m'appuyer uniquement sur les recherches faites par Monseigneur Dowd dans le cadre de son enquête sur Boucher lui-même, j'ai vérifié tous les documents cités. J'ai réécouté les enregistrements et interviewé à nouveau les personnes qu'il avait lui-même contactées, en plus des dizaines d'autres personnes que j'ai moi-même interrogées. Ma méthode de travail est décrite en détail dans le chapitre intitulé « Méthodologie » dans mon rapport. J'ai constaté plusieurs déficiences importantes dans le traitement des nombreuses plaintes au sujet de Boucher depuis les années 80 jusqu'à la fin de 2015. Il est vrai que personne n'avait allégué avoir été victime de Boucher pendant sa minorité avant 2016. Mais les comportements inacceptables de Boucher avaient fait l'objet de multiples plaintes depuis le début de son implication dans l'Église. Ces plaintes ont porté sur son autoritarisme, sa violence verbale et parfois physique, son homophobie, sa misogynie, son racisme et son intérêt malsain pour les jeunes garçons, sans qu'il y ait toutefois d'allégations d'agression sexuelle envers un mineur. Par ailleurs, 2 jeunes hommes, âgés de 18 et 19 ans respectivement, ont porté plainte au diocèse. Dans un cas,
la plainte n'a pas été préservée dans les archives du diocèse. Dans l'autre, elle n'a occasionné qu'un traitement psychologique de Boucher. Mon chapitre, intitulé « Remarques générales », décrit les déficiences constatées. L'absence d'imputabilité des personnes responsables de la formation et du suivi de Boucher figure au premier rang. Ces personnes se sont lancées la balle sans assumer la responsabilité d'enquêter. Le dossier a pris une teinte psychothérapeutique. On a envoyé Boucher à des évaluations psychologiques 3 fois en 1990 et encore en 2003. Et on a choisi de le soutenir par des interventions thérapeutiques pendant 1 an et demi en 1990 et pendant une cure résidentielle de 6 mois en 2003, plutôt que d'intervenir de façon disciplinaire. En s'appuyant sur des rapports psychologiques vagues et peu concluants, les responsables ont pu croire que le problème avait été résolu. L'archidiocèse s'était doté d'un outil important, le comité aviseur en matière d'abus sexuels de mineurs dès 2002. Cependant, ni le président du comité, ni le vicaire général, tous deux évêques et tous deux connaissant bien le dossier Boucher, n'ont cru bon y référer l'affaire Boucher, préférant l'approche thérapeutique. Le souci indu pour la réputation de Boucher a bloqué dès les premières années de sa formation toute tentative d'enquête. Ce souci a été renforcé par la suite par les menaces répétées de Boucher de poursuivre tous ceux qui auraient eu la témérité de le critiquer. La culture du secret, prévalant au sein de l'Église pendant la période couverte par mon enquête, a causé la disparition de documents et l'absence généralisée de traces écrites. L'étude de ce cas m'a porté à conclure que limiter l'obligation d'agir des personnes en autorité au cas d'abus sexuels de mineurs uniquement est une erreur. Aucune forme d'abus, qu'il soit sexuel, physique ou psychologique, n'a de place au sein de l'Église ni dans aucune autre institution. Et en outre, ce ne sont pas seulement les mineurs qui risquent d'être victimes d'une personne en autorité, encore plus d'une personne censée avoir une supériorité morale à leur égard. Mes recommandations ne touchent aucunement au dogme catholique. Elles portent sur des modifications organisationnelles et éducatives. Sans en faire l'énumération ici, j'aimerais en souligner quelques-unes. La création d'un modèle organisationnel dans lequel les responsabilités de chacun sont clairement définies et dont les manquements sont accompagnés de sanctions. La modification du mandat du comité aviseur qui serait chargé d'étudier toutes les plaintes d'abus sans se limiter aux agressions sexuelles de mineurs. La tenue d'un registre des plaintes et la création d'un poste d'ombudsman externe est facilement joignable. La création d'un programme éducatif sur l'impact des abus et sur la responsabilité de chacun de les prévenir et de les dénoncer. La concentration des dossiers individuels des membres du clergé dans un seul emplacement et la tenue rigoureuse et systématique des archives secrètes. L'offre de soutien psychologique et juridique aux victimes, séparément de toute référence au soutien aux personnes accusées d'abus. Un audit externe annuel de l'implantation des recommandations. Avant de passer aux questions, je vous prierai de maintenir la confidentialité des personnes interrogées en utilisant uniquement leur alias tel qu'assigné dans la version publique de mon rapport, et ce même si vous avez eu connaissance de leur identité par d'autres moyens. And now in English. Good afternoon. I would like to begin by reviewing the parameters of the mandate I received from the Archdiocese. I was asked to investigate who knew what when concerning the actions of Brian Boucher throughout his career within the Catholic Church. That being done, I could draw conclusions and formulate recommendations with the hope that such behavior would never again be tolerated. My mandate did not extend to investigating whether other clergy may have committed similar acts, nor to compile statistics on people who have been guilty of sexual aggression within the Archdiocese. I believe, however,
that important lessons can be gleaned from the Boucher case that would be useful more broadly. I was supported throughout this process by Archbishop Lépine. Neither he nor any other member of the Archdiocese attempted to limit or restrict me in my inquiries. On the contrary, I was given access to all the documents I requested and to everyone whom I wanted to interview. I'm especially grateful to Bishop Thomas Dowd, who undertook the thankless role of being my liaison with the Archdiocese. I qualify the role as thankless because Bishop Dowd was also a subject of my inquiries, and he responded to my questions frankly and honestly. So as not to rely solely on the research that was part of his initial inquiry into Brian Boucher himself, I verified all of the documentation he cited. I listened to his recorded interviews and interviewed on my own the people he had questioned, and also interviewed dozens of other people. I set out in detail how I conducted my investigation in the chapter entitled Methodology in my report. It became apparent to me that there were significant deficiencies in how complaints about Boucher had been handled from the 1980s to the end of 2015. It is true that no one had come forward to allege being a victim of Boucher while they were a minor until 2016. Yet Boucher's inexcusable behavior had been the subject of a slew of complaints from the very start of his career in the Church. These cited his authoritarianism, verbal and sometimes physical violence, homophobia, misogyny, racism, and an unhealthy interest in young boys, despite the absence of clear allegations of sexual assault on a minor. Moreover, two young men, one 18, the other 19, had complained to the diocese. In one instance, no record of the complaint has been kept in the archives of the Archdiocese. In the other, it led to sending Boucher off for psychological treatment. My chapter entitled General Remarks outlines the deficiencies I found. The absence of accountability of the people charged with the training and follow-up of Boucher is striking. These individuals passed the buck without ever assuming their duty to investigate. His file took on a psychotherapeutic patina. Boucher was sent off to psychological assessments 3 times in 1990 and again in 2003. He was aided by being offered therapeutic counseling for 1.5 years beginning in 1990 and again by 6-month residential treatment in 2003, rather than being subjected to disciplinary action. By relying on vague and inconclusive psychological reports, those responsible within the Church could conclude that the problem had been resolved. In 2002, the Archdiocese created an important tool to fight sex abuse, the Advisory Committee on the Sexual Abuse of Minors. Yet, neither the president of the committee nor the vicar general, both bishops and both very well informed on the Boucher file, thought it appropriate to refer Boucher's case for review, preferring the psychotherapy route. Undue concern for the reputation of Boucher had, from the very outset of his training, impeded any investigation of him. This concern was further reinforced by Boucher's repeated threats to bring legal action against anyone who dared criticize him. The culture of secrecy prevalent within the Church throughout the period covered by my report led to the disappearance of documents and a general absence of a written record. The study of the Boucher case has led me to conclude that it is a mistake to limit the duty of care of people in authority to cases of sexual abuse of minors. No form of abuse, be it sexual, physical, or psychological, has any place within the Church or in any other institution. And minors are not the only persons who may fall victim to someone in authority, especially someone claiming moral superiority. My recommendations do not address Catholic dogma. They deal exclusively with organizational and educational changes. Without listing them all, I wish to highlight the following few.
that a clear and well-defined organizational charge of accountability with delegated authority be created within the Archdiocese, accompanied by the power to sanction. That all issues of abusive behavior, not limited to sexual abuse of minors, be referred immediately to an expanded advisory committee. That all complaints be filed in one common register for the Archdiocese, and that an external and easily accessible ombudsperson post be created. That the Archdiocese create an educational program about the impact of abuse and about every individual's responsibility to prevent it and denounce it. That all personnel files on clergy be kept in one place, and that there be a rigorous and systematic management of the secret archives. That psychological and legal support be provided to victims, apart from any support for those accused of abuse. That there be an annual external audit of the implementation of the report's recommendations. Before we proceed to taking questions, I would ask you that you respect the confidentiality of the people referred to in the public edition of this report via aliases. Some of you may know or have spoken to these individuals. Nonetheless, I ask that you respect their privacy by referring to them only by their given alias. Thank you. Merci, Madame la Juge. We're going to give now the floor to Monseigneur Lépine for his remarks. Merci, Madame la Juge. Thank you, Justice Capriolo. D'abord, j'aimerais m'adresser aux victimes, à leurs proches, à leur communauté, aux communautés paroissiales. Au nom de l'Église catholique à Montréal et en mon nom personnel, je tiens à vous exprimer toute la tristesse que nous éprouvons. Vous avez subi les conséquences de terribles actes criminels qui n'auraient jamais dû survenir. Madame la juge, merci d'avoir accompli avec rigueur cette tâche exigeante dans des circonstances difficiles et à propos d'un sujet éprouvant. Nous vous en sommes reconnaissants et nous vous démontrerons notre gratitude en mettant en œuvre toutes vos recommandations afin que notre diocèse et l'Église contribuent à éradiquer le fléau des agressions sexuelles dans notre société. L'enquête externe a été entreprise afin de fournir à l'archevêché les outils nécessaires pour poursuivre le processus de transformation déjà amorcé. Nous désirons que tous ceux et toutes celles qui s'approchent de l'Église le fassent en confiance, en parfaite sécurité, dans toutes les circonstances. Notre objectif n'était pas de jeter le blâme, mais plutôt de découvrir les lacunes et les déficiences de nos structures et politiques, afin que nous puissions réaliser les changements nécessaires. Pour assurer le succès de cette transformation, il est essentiel d'abord de connaître la vérité sur les conditions et les circonstances qui ont permis au comportement de M. Boucher de persister aussi longtemps avant qu'une enquête criminelle soit entreprise, puis d'agir en toute transparence. Nous avions déjà amorcé cette transformation, notamment en mettant en œuvre notre politique diocésaine de pastorale responsable, ainsi qu'en entreprenant cette enquête sur M. Boucher qui a mené à son arrestation et à sa condamnation. Il est clair que les signaux d'alarme à propos de comportements semblables à ceux qui ont été le sujet du rapport Capriolo entraîneraient aujourd'hui une enquête rigoureuse et des décisions rapides.
nous accueillons les recommandations du rapport avec humilité et un profond regret. En nous engageant à agir de manière décisive afin d'empêcher que de telles situations se reproduisent, je vous annonce que Mme la juge Capriolo a accepté de coprésider le comité d'application des recommandations avec moi. Nous visons la mise en place des 31 recommandations d'ici l'automne 2021. En terminant, je vous informe que les autres instances du Vatican, telles la Congrégation pour la doctrine de la foi et la Congrégation pour les évêques, ont reçu le rapport. First, I must say a word to the victims, the loved ones, their communities, their parish communities. In the name of the Catholic Church in Montreal, and speaking for myself personally, I wish to say how sorry we are that you have had to experience the effects of such terrible acts, which should never occur, never. To you, Justice Capriolo, merci, thank you. You have accomplished a difficult task under difficult circumstances about a very difficult subject. We are indebted to you, and we can best show our gratitude by working very hard to implement all the recommendations so that this diocese and the Church will do its part to eradicate the scourge of sexual abuse from society. The external investigation was commissioned to provide the Archdiocese with the tools it needs to continue a process of transformation that was already underway, so that all those who approach the Catholic Church can sow confidently in complete safety in all circumstances. The goal is not to point fingers, but to uncover the gaps and deficiencies in our structures and policies so that we can make the necessary changes. To ensure the success of this transformation, knowing the truth about the conditions and circumstances that allowed Mr. Boucher's behavior to persist as long as it did prior to a criminal investigation is an essential element, and being transparent is the other. We had already begun this transformation, notably with the implementation of our responsible pastoral ministry policy, as well as with the Boucher investigation, which led to his arrest and conviction. Be assured that any warnings, signs regarding similar behavior occurring today would be followed up with a thorough investigation and swift decisions. We welcome the recommendations of the Capriolo report in humility and with a deep sense of regret, and we commit ourselves to act decisively to deter such situations from occurring again. I'm pleased to announce that Justice Capriolo has accepted to co-chair the Implementation Committee with me. We expect to have the 31 recommendations in place by the fall of 2021. I would also add that high-level Vatican offices, such as the Congregation for the Doctrine of the Faith and the Congregation for Bishops, have received the report as well. Thank you. Merci. Merci, Monseigneur Lépine. Nous allons maintenant débuter la période des questions en français. La première personne que j'appelle est François Gloutenay, du média Présence Information Religieuse. Alors, merci.
Madame la juge Capriolo, une victime alléguée de l'abbé Boucher aurait été rencontrée dans les locaux même de l'archidiocèse de Montréal à la fin de l'année 2016. 9 prêtres, dont certains auraient été en soutane rouge et mauve, sans doute des évêques, étaient présents à cette rencontre-là, selon ses souvenirs. Alors, d'une part, quelle page dans votre rapport mentionne cette rencontre? Qui était présent à cette rencontre, en plus de la victime, bien sûr? Et comment avez-vous réagi en apprenant la tenue de cet interrogatoire d'une victime par un comité de prêtres? Est-ce que c'est comme ça que les plaintes des victimes doivent être accueillies? Vous posez beaucoup de questions en une seule. La première chose, c'est que ce n'est pas mentionné dans mon rapport. Et non, je ne crois pas que c'est comme ça que ça devrait se faire. Ça va vraiment à l'encontre de ce que je prévois pour le support des victimes. Donc, non, certainement pas 9 prêtres ou évêques avec une seule victime. C'est inacceptable. Merci, Madame la juge. La deuxième question, je vais donner la parole maintenant à Magdalene Boutros de Le Devoir. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Est-ce qu'à la lumière de ce que vous avez découvert, là, notamment quant à la destruction d'archives, quant à l'existence de dossiers secrets, est-ce qu'il y aurait lieu de croire qu'il y a plus de victimes et qu'il y a plus d'abuseurs au sein du diocèse de Montréal? Comme je l'ai dit, je n'ai pas fait d'enquête sur le nombre d'agresseurs qui ont possiblement agi au sein de l'archidiocèse. Ce que j'ai constaté, c'est que les archives ne sont pas tenues d'une façon appropriée et qu'il manquait des documents. Mais est-ce que selon vous, il y aurait lieu de faire un examen approfondi de ces archives-là, considérant les informations là, qui peuvent s'y retrouver? On peut faire une étude des archives, mais l'étude sera limitée par le fait qu'il manque des documents dans les archives. Okay. Donc, ce qu'on peut apprendre sera de soi restreint. Ça ne pourra pas donner la totalité de la réalité des événements. Merci. Le prochain est Mathieu Perrault de La Presse. OK. Mathieu Perrault m'avait dit qu'il serait probablement absent à l'heure des questions, mais il nous a envoyé la question par email, donc je vais la poser. Va-t-il y avoir une enquête supplémentaire sur le comportement des prêtres et évêques souvent? Robert Harris, François Sarrazin, Anthony Mancini, Jude Saint-Antoine, Sean Harty. Je pense que la question est adressée à Monseigneur Lépine. Les questions posées sont devant le fait que c'était un effort colossal que ce rapport et donc la juge Capriolo nous a apporté une aide appréciable. Ce rapport, une fois qu'il est fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé les résultats au Vatican, d'abord à la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est responsable au Vatican du suivi des allégations et des plaintes dans le domaine d'abus sexuels. Et nous avons envoyé aussi le rapport à la Congrégation pour les évêques, qui est responsable des évêques dans le monde. Et nous sommes en pleine collaboration et dialogue avec eux. Et donc, pour le moment, c'est là que nous en sommes, d'avoir travaillé pendant 1 an pour faire le rapport et de l'avoir envoyé aux congrégations concernées au Vatican. Et on est dans l'attente de la poursuite d'une collaboration et d'un dialogue. Merci, Monseigneur. La prochaine question est pour M. Alain Procan du COGECO. Le microphone, il faudrait l'ouvrir, M. Procan. Et là, est-ce que vous m'entendez? Merci. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend. OK, parfait. Ma question est pour la juge Capriolo. J'ai lu votre rapport ce matin et j'ai été attiré par aux pages 152 et suivantes qui ont trait à Monseigneur Doudt. Et c'est pas clair dans ma tête, et peut-être que vous, en relisant vos notes, vous allez pouvoir me l'expliquer clairement. Est-ce qu'on a reproché à Monseigneur Doudt d'avoir communiqué avec les forces policières qui ont eu des plaintes de la part de victimes? C'est ça qui n'est pas clair, parce que je ne sais pas est-ce qu'il y a réellement eu plainte de la part de d'autres membres du clergé et de quelle façon c'est survenu? Ce que j'ai compris de la documentation que m'a fournie Monseigneur Doudt, dont une lettre qu'il a adressée à Monseigneur Lépine, c'est que lors d'une discussion auquel ont participé plusieurs membres du comité aviseur, il y a eu question de l'obligation d'aller à la police si la victime ne veut pas y aller. Et ça avait été l'opinion du comité aviseur était claire que si la victime ne veut pas y aller, et la victime majeure ne veut pas y aller, d'après le comité aviseur, ce n'était pas le rôle de Monseigneur Doudt ou d'une autre personne d'y aller à sa place. Ça, c'est ce qui est ressorti clairement. Quant à la possibilité d'accompagner une victime ou non, le souvenir de Monseigneur Doudt, et c'est qu'on lui a déconseillé de le faire, ce n'est pas exactement le même souvenir de tous les membres du comité aviseur. Qui était sur le comité aviseur à ce moment-là? Les noms ne sont pas publics. Ah, c'est vrai. Je ne les rendrai pas publics aujourd'hui. Je m'excuse. Mais excellent votre rapport. Merci. Merci. La prochaine est Madame Geneviève Garon, de Radio-Canada. Oui, bonjour. J'ai une première question, à savoir, parmi les gens qui sont montrés du doigt dans le rapport au sein du diocèse, au sein de l'Église, est-ce qu'il y en a qui sont toujours en poste et est-ce qu'il y a une façon ou une autre d'envisager des sanctions envers ces personnes-là qui ont, d'une façon ou d'une autre, contribué à la débâcle dans ce dossier? Je pense, Monseigneur Lépine. Au moment où on se parle, je me suis assuré qu'aucune des personnes sérieusement présentes dans le dossier sont en poste. Donc, certains sont décédés, d'autres sont à la retraite, mais aucun n'est en poste. Et comme je l'ai évoqué plus tôt, le suivi se fait en concertation avec le Vatican. Est-ce que pour vous, c'est une possibilité, est-ce que vous envisagez réellement de lancer d'autres enquêtes semblables au sujet d'autres prêtres? À partir, disons, on peut dire de façon générale, à partir du début de l'hiver, donc janvier-février, il y aura une recherche dans les dossiers pour tout horizon, pour voir, s'assurer, vérifier où en sont les États. Est-ce qu'il y a des allégations qu'on va découvrir pour lesquelles il n'y aurait pas eu de suivi? On va faire à partir de janvier-février, on va aller faire cela. Pour le moment, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est que le fait d'avoir, c'est comme on dit, une carotte, là, le fait d'avoir une percée sur un cas précis a permis d'aller à travers tout le cheminement des décisions, le cheminement de la façon dont les enquêtes sont faites ou pas faites. Donc, on a beaucoup appris et ça va nous servir d'aller plus loin pour vérifier l'ensemble des dossiers, où est-ce qu'on en est, quelle est la situation. Merci beaucoup. Merci. We're going to start now with the questions in English. So the first person is Mathieu Grillo from CTV Montreal. Yeah, hi. Question for Justice Capriolo. When conducting this report, is there one fact, is there maybe one conversation, one event that happened throughout the 80s, the 90s, the 2000s that shocked you the most in all the investigation that you did? I have to tell you, I was brokenhearted several times. Francis Smith testimony of what happened to him and how he was basically forgotten, how what happened to Armando was
heartbreaking. But what struck me the most was the passing of the buck from person to person. How even though everyone said this is a terrible, there should not be any abuse, that this is terrible, this is not how it should happen, no decisions were made. And the need to protect the reputation of Boucher seemed to be paramount. Thank you. The next person is Siddhartha Banerjee from the Canadian Press. Hi, I was wondering, you mentioned that there should be sanctions, one of the recommendations, sanctions for people who don't follow the strict rules that you're suggesting be put in place. Can you explain what kind of sanctions that could be it for someone who is a part of the church or a civilian employee? How do you foresee that being implemented, given that, I guess different dioceses must have different rules for this sort of thing? Well, the committee hasn't started meeting yet, so I don't want to prejudge what might come out, but sanctions can vary from firing somebody to, if it's an employee, to removing the faculties of a priest. It's too soon for me to give you details. Thank you. The next person is Leah Hendry from CBC Montreal. Hi, good afternoon. Monsignor Lépine, I wanted to talk to you about the changing of this culture of secrecy, which Judge Capriolo refers to, the passing of the buck. I mean, many of the same people that were the players during this period, some have passed on, some still are around. How do you change this culture? How do you get priests to start thinking differently to prevent this from happening in the future? You're right to say it won't be an easy task, but it's more about a matter of way of thinking, of matter of way of seeing things. So it's really transforming the culture. But what we can say is what's at stake. What's at stake is we don't want victims. We don't want other victims. There has to be a line somewhere. We don't want victims. And you can say, okay, we don't want it to be public because it will put a somber view on the church or some people. But there's one person who knows. There's one person who knows, and it's the victim. So the scandal is already there because the victim knows. So the reasoning doesn't hold. So there has to be put the victim first. I think if we put the victim first, or the avoidance of a victim as a priority, I think we can do it. Thank you. And I have Tim Sargent from Global News. Yeah, hi. I have a couple of questions. The first one to Justice Capriolo. I just want to know what was going through your mind when you were doing your investigation and you saw the apparent lack of accountability from the Catholic Church and you were preparing your report. What was going through your mind during this? I was upset. Can you expand on that? What can I say? I was very upset. Were you surprised to see so much of it, sort of, like you said, it seemed like protecting Boucher seemed to be paramount. Were you surprised by this as you were doing your investigation? Well, there have been issues with the Catholic Church and other churches and other institutions in the past 20 years, and these problems have come up over and over again, so I was not surprised by the existence of the problem, maybe by the fact that it was spread over such a long period of time and so many people were involved. That surprised me. And then a quick follow-up for Archbishop Lépine. What is it that you're hoping, or how do you plan on
gaining the faith and the confidence of people in the Catholic Church following this report? What do you plan to do to build back people's trust with the Catholic Church? It's a very important question because it's in the back of my mind since the beginning. Because we know when you hurt the trust, it's very difficult to regain trust. So the first thing for me was to be truthful, to go to the end of the truth. And like Pope Francis said, go to the end of the truth, wherever it may lead you. And that's what we've done. The other thing is, even when you find the truth, don't keep it to yourself. Be transparent. That's what we're doing today. And then one of the important aspects of the mandate of Judge Capriolo was the recommendations, because we wanted to stop. We don't want it to ever happen again. So what do you recommend? So that's why on the recommendation committee, she will co-preside and with me. It's not something I will delegate to someone else. I'll be there on the committee and she'll be there with me, and we'll build a team, and there'll be announcements in the near future, but we want to put in place recommendations. We thought it was good today to give the report as a matter of transparency. This is our situation. We're caught up with it, but we want to work at it, and we want transformation. Thank you. Thank you. So we have a question that is being asked by Geneviève Garon, Radio-Canada encore. Une dernière question. Oui, à nouveau, effectivement, j'ai une question pour Madame la juge, s'il vous plaît. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a été pour vous le plus troublant ou le plus bouleversant dans les recherches que vous avez faites, dans les résultats que vous avez obtenus? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure en anglais, c'est peut-être les deux cas des jeunes hommes, Armando et Francis, qui m'ont troublé énormément parce que j'ai eu l'occasion de leur parler et parce que à l'époque, les autorités de l'Église étaient au courant de ce qui leur était arrivé. Ça, c'est ce que j'ai trouvé peut-être le plus troublant. Alors que pour les victimes mineures, ça ne s'est su que par la suite. Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport, justement, qu'est-ce qui est arrivé? Les autorités de l'époque le savaient, mais qu'est-ce qui fait que ça ne s'est jamais su, que ça ne s'est pas arrêté à ce moment-là? Excusez-moi, vous parlez des mineurs ou des majeurs? Par rapport aux deux majeurs, justement, que vous dites, ceux à qui vous avez pu parler, puis que leur témoignage vous a beaucoup troublé, ça s'était su à l'époque. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas arrêté, Brian Boucher? Il y a deux façons de le voir. Premièrement, il y a eu le problème de l'approche psychothérapeutique, qui est un gros problème. L'autre, c'était le fait qu'on s'était dit, et ça, j'ai vu ça très souvent, que si ce n'est pas un mineur, ça ne nous occupe pas. C'est pas grave. Bon, c'est peut-être grave, mais ça ne nous intéresse pas autant. Est-ce que c'était un mineur? Non, c'était pas un mineur, on le laisse faire. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs recommandations qui vont exactement sur ce point. Que je considère que tout abus, que ce soit envers un mineur ou un majeur, doit être arrêté et doit être investigué, évidemment. Merci. And we have a question from Leah Hendry from CBC again. Sorry, I just want to ask a follow-up with regards to the kind of the culture of secrecy for Monsignor Lépine. How do we know that there aren't other cases like this, given this long history of secrecy and passing the buck at the Archdiocese? Your question is very good, and that's why we need to answer it. And that's why in the early winter, January and February, we'll begin general investigation of all the files, independent investigation of all the files going in every direction. The fact that we had this, the Capriolo report, what it does, through one case, it helps us to see what we need to be looking for. It helps us to see what are the difficulties to find the truth. So it's a case that
it becomes a case study that would help the investigation for all other possibilities that we might have, or all traces. Sometimes the file is not complete, but you might find one trace. But we'll have also an external team looking into that. Thank you. And we have a question from Steven Rucavina from CBC. Can you hear me okay? Yes. Can you hear me now? Do you hear me all right? Yes, we can hear you all right. Okay, thank you. The question is for Judge Capriolo. I'm wondering if you found anything in your investigation that you felt could lead to additional criminal charges, either against Mr. Boucher or others, and if you've referred any of that material to the police. It was not part of my mandate. I did not. I attempted to find, to check with other potential victims whether they had in fact been abused by Boucher. I could not succeed in that. They would not speak to me, and so I haven't been able to do any more. I'm hoping that the fact that this is becoming public might help them come forward. Thank you very much. Je tiens à remercier sincèrement votre participation à cette conférence. Et je voudrais vous mentionner aussi que une action collective étant toujours en cours, l'archevêché s'abstiendra de faire tout autre commentaire sur le rapport Capriolo après la conférence de presse. Il l'a fait dans ces cas pour honorer son engagement public à rechercher la vérité et à répondre aux préoccupations que de nombreux fidèles ont exprimées au fil des ans à propos de l'ex-prêtre Brian Boucher. Given that a class action is still pending, the Archdiocese will refrain from making any further comment on the Capriolo report following the initial reporting of this press conference, but has done so in this instance to honor its public commitment to pursue the truth and to address the concerns that many faithful expressed over the years regarding former priest Brian Boucher. Merci de votre participation et j'ai une dernière question pour Monsieur Alain Crévier. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Le micro est ouvert. Ah, là, vous devez m'entendre comme il faut. Je suis désolé. Ça va. Monseigneur Lépine, la question est... J'espère qu'elle n'est pas trop tarabiscotée, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Je pense à toutes les victimes qu'on a rencontrées comme journalistes, mais qu'est-ce que ça change? C'est l'époque de Jean-Paul II, c'est l'époque de Benoît XVI, c'est l'époque de Monseigneur Turcotte, c'est Cardinal Ouellet, c'est le top de la hiérarchie, c'est l'époque de la plus haute hiérarchie catholique. Qu'est-ce que ça va changer si ça n'est pas déjà changé sous l'autorité de ces grandes personnalités-là? Je pense à Jean-Paul II et à Benoît XVI. Il y a comme un inconnu, mais indépendamment des personnes en œuvre, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'à travers la lecture du rapport Capriolo, c'est que si on se mettait ça comparativement à qu'est-ce qui devait être fait à ce moment-là. Par exemple, en 1990, ou au début des années 90, on était conscient que ça pouvait arriver, que ça arrivait, des abus, et qu'il fallait trouver des façons de le prévenir. Et à ce moment-là, une des mesures qui a été prise, c'est d'avoir quelqu'un qui est responsable, désigné pour ça dans un diocèse. Au début des années 2000, il y a eu un comité aviseur qui a été mis sur pied. Alors, mais c'était des efforts qui étaient comme progressifs, qu'on voulait progressifs. Mais moi, ce qui m'a comme déclenché, si on veut, ce qui m'a animé, ce qui m'a bousculé, bouleversé, mis à terre, c'est le fait que ça arrivait encore. C'est le fait que dans les années 2000, on a encore un crime sexuel sur un mineur, totalement inacceptable.
Dans ce sens-là, et le rapport Capriolo devenait une nécessité. Ça devenait une nécessité, ça devenait comme une mise en situation de vérité. C'est quoi notre problème? Et là, à ce moment-là, on peut penser à une transformation parce que ça vient réaligner nos priorités. Alors, c'est certain qu'il y avait une prise de conscience du problème qu'on découvre à travers le rapport, où on est appelé à être plus conscient du problème, puis à le prendre plus au sérieux, puis je dirais, à faire des enquêtes, même quand c'est des signaux faibles, s'il y en a qui peuvent l'appeler ça comme ça. On attendait l'allégation de la victime. Mais on sait que dans les cas d'abus ou de crimes sur les mineurs, en moyenne, c'est à partir de 50 ans que les gens viennent dénoncer. Fait que si on attend que la victime vienne nous voir, on ne voit rien. Fait que donc, avec les recommandations, on va beaucoup travailler les recommandations pour qu'il y ait une transformation réelle des mentalités, des visions, des compréhensions et des façons de faire. Mais une question complémentaire, j'arrête là, mais on salue la transparence, cette enquête-là, évidemment. Là. Mais alors, quand on voit ça, destruction de documents, des gens qui se relancent la balle plutôt que s'occuper des victimes, qui prennent pas au sérieux ces agressions-là, et ça dure aussi longtemps, je sais pas, mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire que c'est la preuve de plus qu'on a besoin d'une commission d'enquête et non pas seulement une enquête indépendante de l'Église catholique. On a besoin d'une commission d'enquête. Disons, ce qui appartient au système judiciaire d'une ville, d'une province, d'une nation, ça leur appartient. Mais d'une façon ou d'une autre, nous, ce qui nous appartient, c'est de faire vérité sur nos fragilités, c'est d'être transparent et de s'engager dans une transformation, parce que de toute façon, à la limite, quelles que soient les décisions des autorités judiciaires, à un moment donné, il faut que ça atterrisse dans nos façons de faire. Alors, c'est vraiment toute notre énergie va dans ce sens-là, puis on a toujours collaboré avec les autorités judiciaires, puis on va continuer à le faire. Merci, Monseigneur. I would like to express my sincere thanks to you all for participating on this press conference. Je vous souhaite une agréable journée.